BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. On va parler d'adaptation et de décarbonation. Et aujourd'hui, nous serons en Bretagne, chez Coriolis Composites, une PME dans la robotique qui fabrique des matériaux pour l'aéronautique. Son défi, réduire drastiquement les émissions de CO2 de ces robots et basculer vers le biosourcé. Notre reporter Philippine Dolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous accueillerons deux chefs d'entreprise pionniers du reconditionné, Claire Breton pour Underdog dans l'électroménager et Toussaint Watine pour Upway dans les vélos électriques. Est-ce que le reconditionné est la solution climatique miracle pour les commerçants et les distributeurs? On creusera le sujet avec nos invités et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Bretagne pour commencer cette émission à Lorient chez Coriolis Composites, une PME en pointe sur les robots pour l'aéronautique, mais qui a encore du chemin à parcourir pour réduire son empreinte carbone et pour basculer sa production vers le biosourcé. Bonjour Philippine, tu es sur place. Explique-nous la situation. Bonjour Thomas, oui en effet je me trouve aujourd'hui dans le Morbihan. Je viens d'arriver à la gare de Lorient et je vais me rendre au sein de l'entreprise Coriolis Composites. Je vais aller avec vous chez l'un des leaders mondiaux de la conception de robots destinés à l'industrie aéronautique. Et c'est aussi, vous allez le voir, une entreprise qui rencontre quelques défis autour de la transition écologique et du réchauffement climatique. Et parmi eux un premier, et justement je vais rencontrer Clémentine Gallet pour qu'elle nous en parle. Bonjour Clémentine. Bonjour à tous, donc je suis Clémentine Gallet, je suis ingénieure en mécanique et je suis présidente directeur générale de la société Coriolis Composites. Alors Clémentine, le premier de vos défis concerne la mobilité verte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire décarboner la mobilité? Décarboner la mobilité, ça passe pour nous, tout ce qui nous concerne à nous, ça passe par optimiser les structures. Donc les structures, c'est tout, un châssis de voiture par exemple, une coque d'avion, un fuselage d'avion. Tout ça doit être amené à être le plus léger possible pour limiter les consommations de carburant. Et puis, à l'avenir, de régler les problématiques liées à son recyclage, à sa circularité. Et donc, nous, avec notre technologie, on peut le voir ici, on travaille avec notre matière première qui est déposée, c'est de la fibre de carbone qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est typiquement des matériaux qui peuvent être biosourcés, qui peuvent être recyclables ou non. Alors essentiellement, ceux qui sont certifiés aujourd'hui sont non recyclables, mais on travaille déjà sur les prochaines générations de matériaux. Et tout l'enjeu, c'est d'amener cette technologie qui est déjà dans l'aéronautique, dans d'autres industries de la mobilité, pour permettre de la décarboner par les moyens essentiellement de l'allègement et de l'utilisation des matériaux biosourcés. Bonjour Clémentine Gallet. Bonjour Thomas. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise en Bretagne et merci de nous avoir rejoints en plateau. On est là pour vous apporter maintenant des solutions concrètes par rapport à les situations que vous venez de nous décrire dans le reportage. Et c'est notre expert du jour qui va s'en charger. Bonjour Benjamin Frémaux. Bonjour Thomas. Merci d'être là en plateau. Vous êtes le PDG d'IDEX. IDEX est une entreprise B2B spécialisée dans la décarbonation et la transition énergétique des entreprises. Benjamin, je vais commencer avec vous pour qu'on ne perde pas de temps. Clémentine parle de biosourcé, on en entend de plus en plus parler dans l'industrie et notamment dans les mobilités. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que l'industrie va vraiment monter des filières de production biosourcée? C'est pas seulement réaliste, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on veut se passer d'un certain nombre de matériaux qui sont aujourd'hui fabriqués à partir de matières fossiles, le plastique, c'est issu du pétrole, on n'a pas d'autre solution, d'autre choix que d'aller vers ce type de technologie qui se développe très fortement. C'est des matériaux qui ont été ciblés notamment par l'ADEME, donc par l'État, comme des filières extrêmement critiques sur lesquelles il faut qu'on poursuive la R&D et puis qu'on pousse sur le plan industriel. Et financier, parce que ça va coûter très cher, non, de mettre en place ces filières. Pas nécessairement. C'est ce qui fait hésiter les industriels, d'ailleurs, non? Pas nécessairement. On a vu dans certains types de filières des économies d'échelle liées simplement au volume. Enfin, on parle de matériaux biosourcés. Le premier qu'on utilise dans le monde, c'est le bois. Et il y a énormément... Et ce bois, on le voit arriver dans les matériaux de construction pour construire des immeubles. Et ce n'est pas forcément un problème de coût. Il faut qu'on change un certain nombre de process, il faut qu'on change un certain nombre de technologies. Et c'est des entreprises comme celle de Clémentine extrêmement engagées qui vont permettre de faire cette transition. L'objectif à vous, vous vous êtes fixé un calendrier, vous dire à telle date, je ne sais pas, je suis à 50% de matériaux biosourcés. Enfin, comment est-ce que vous appréhendez le sujet?
On l'appréhende par des programmes de recherche qui sont quand même sur un planning qui est assez long. Donc, on ne peut pas parler de date à proprement parler, parce qu'il y a quelques verrous technologiques quand même à faire sauter pour y arriver. Donc, on s'entoure des universités à l'échelle européenne pour voir tout ce qui s'y passe. Il y a la circularité au-delà du biosourcé. Il y a aussi utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés dans la construction pour les réutiliser. Donc, il y a toute une thématique autour du recyclage et du biosourcé qu'on traite avec les universités. Mais on est sur des programmes, bien sûr, d'une dizaine d'années, forcément. Ah oui, quand même, une dizaine d'années. Bon, donc ça, c'est le plan à moyen long terme. Il y a aussi le très court terme, les émissions de CO2 liées à Coriolis Composite au quotidien, liées à vos opérations. On retourne sur place, justement, pour voir ça avec Philippine. Un autre des défis de cette entreprise, c'est aussi celui de la sensibilisation. On l'a dit, les produits Coriolis Composite répondent à des objectifs de décarbonation, que ce soit sur l'allègement des structures, la limitation de la consommation de matière ou encore de consommation énergétique. Mais tout ça, ce ne serait pas possible sans un vrai travail de sensibilisation aussi de chacun des collaborateurs, des clients et des partenaires. On va justement en parler tout de suite avec Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour, je m'appelle Ludovic Richard, je travaille chez Coriolis Composite maintenant depuis 7 ans et je suis directeur des opérations chez Coriolis, donc je m'occupe du développement jusqu'à la fabrication de nos machines pour la livraison chez nos clients. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on fait un bilan carbone ? Ça se passe en plusieurs parties, un bilan carbone. Il y a une partie qui est plus liée à notre propre activité, donc les émissions qu'on émet pour fabriquer nos machines ici, sur notre site. Et puis il y a une partie de ce bilan qui est ce qui va à l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire rentrer pour produire et tout ce qu'on va sortir et comment ils vont utiliser nos produits. On a dit qu'on livrait des machines et bien évidemment, ces machines en production, elles émettent du CO2 et des tonnes de CO2. Donc voilà, pour notre propre activité, en fait, ça représente juste 1,5% de notre bilan carbone. Donc ce qu'on fait ici, c'est juste 1,5% de nos émissions. Et donc il y a une grosse partie qui rentre et une grosse partie qui sort. Et aujourd'hui, c'est une de nos problématiques en effet, c'est-à-dire que nos produits, quand ils sont installés chez nos clients, eh bien, ils émettent du CO2. Et ça veut dire que pour travailler avec nos clients de façon pérenne à la réduction de l'impact, il va falloir avec eux trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'on pourrait parler d'une sensibilisation plus générale que celle en interne. Évidemment, c'est important de sensibiliser nos collaborateurs en interne sur cette transition écologique, mais voilà, il y a un travail à faire avec nos fournisseurs, avec nos clients. Donc c'est important de pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Et ça, c'est un travail qui est compliqué, mais qui est indispensable. Bon alors Ludovic, on est où là ? C'est quoi votre enjeu ici ? Donc on va assembler ici toutes les pièces qu'on a conçues mais qu'on a fait approvisionner chez nos fournisseurs. En fait, aujourd'hui, les intrants, donc tout ce qui vient pour monter les machines, ça représente 40% de notre bilan carbone. Donc c'est super important qu'on puisse travailler avec nos clients pour voir quelle est leur démarche en termes de limitation de leurs impacts pour pouvoir également réduire l'impact de notre bilan carbone à nous, Coriolis. Bon alors Benjamin, là c'est très clair, Ludovic qui nous parle du fameux Scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes de Coriolis, celles des fournisseurs et des clients. Comment est-ce que Coriolis peut, entre guillemets, imposer à son écosystème de basculer dans du bas carbone ? Alors déjà, je trouve assez remarquable que Coriolis, par la voix de ses dirigeants, s'engage dans cette démarche de décarbonation et pas simplement à leur périmètre, ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire ce que j'émets comme CO2 dans mes activités du quotidien, mais également de réfléchir aux impacts que peuvent avoir mes produits sur toute la chaîne de valeur en amont et en aval. Donc effectivement, réfléchir à la manière dont vont être utilisés les produits et commencer à avoir une vision de est-ce que je peux convaincre mes clients de passer à d'autres types de production d'énergie, notamment de la production d'énergie renouvelable. En l'occurrence, c'est des machines, si j'ai bien compris, qui fonctionnent à l'électricité. Donc il y a tout un tas de moyens pour passer à l'électricité renouvelable lorsqu'on utilise de l'électricité qui est carbonée. Je trouve que c'est une démarche qui est indispensable, qui est assez précurseur, je dois le dire, parce que tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Mais c'est en s'occupant de son propre scope, le scope 1, et en ayant une vision de ce qu'on peut obtenir de ses clients ou de ses fournisseurs, scope 3, qu'on va réussir à faire bouger les choses. De ce point de vue, c'est assez précurseur. Mais Clémentine, vos robots, vous les vendez beaucoup en Allemagne, en Chine, là où les mix énergétiques sont défavorables. Est-ce que concrètement, ça résonne ce que vous faites vous? Est-ce qu'ils vous suivent, vos fournisseurs? Je crois que ça résonne, et notamment, alors moi, il se trouve que j'ai fait mes études en mécanique en Allemagne. L'Allemagne est très sensible aujourd'hui à sa consommation énergétique, et ils sont bien preneurs de solutions. Le truc, c'est qu'il faut les sensibiliser, il faut leur dire, écoutez, on vous aime beaucoup, mais en fait, on va travailler ensemble à trouver des solutions, parce que là, vous avez un impact qui est, nous, c'est quand même 30% de nos émissions, donc c'est indispensable qu'on se mette autour de la table. Et c'est des clients qui sont aussi sensibles. On est aujourd'hui dans l'industrie, tout le monde a ça en tête de comment réduire mon bilan carbone. Et donc ils vous suivent, vous, très concrètement? Ils nous suivent. Alors, on est au pied du mur, là, et on va y aller, mais c'est dans l'air du temps, et chacun, aujourd'hui, est redevable d'une
feuille de route par rapport à son impact climat. Donc je suis à peu près convaincue que si on apporte des solutions intelligentes et puis avec bien sûr des solutions économico, technico, tout doit être ficelé et il y a du travail, on devrait arriver à les convaincre. Et je ne vois pas une personne qui ne pourrait pas bouger sur ce sujet-là en ce moment. Bon, très intéressant. On va retourner une dernière fois sur le terrain avec Philippine, parce que là, on parle de votre écosystème, mais il y a aussi vous, votre entreprise, votre scope 1, comme on dit, et vos bâtiments. Et là, on ne va pas tourner autour du pot. Vous nous avez fait faire le tour du proprio. C'est après un petit coup de vieux. On voit ça. Dans l'industrie, aujourd'hui, il y a plus de bâtiments de ce type-là, pourris, tout vieux, que des bâtiments modernes, passifs. Donc, c'est non seulement nous, on doit faire l'effort, mais on doit aussi essayer de communiquer nos efforts pour que d'autres embrayent le pas. Et notamment, moi, dans le cadre de mes actions auprès du GIFAS, donc le groupement des industries françaises de l'aéro et du spatial, c'est ce genre de thématique que j'aime bien porter. De dire tout est possible. Mais il faut déjà le faire chez soi. Ouais. Donc, objectif, passivité de l'ensemble de nos activités sur la zone industrielle. D'ici à... Alors, d'ici 2030. Ouais. Objectif 2030. C'est jouable. 2030, ouais, je pense que c'est jouable. Ouais. Avec les travaux du bâtiment. Ouais, bon, la transparence, vous nous cachez rien, Clémentine. Benjamin, donc Clémentine veut un site de production flambant vert en 2030. Comment elle fait? Alors déjà, faut comprendre que quasiment la moitié de notre consommation finale d'énergie en France, mais c'est pareil en Europe, c'est de la chaleur pour chauffer des bâtiments comme celui-là, pour des process industriels. C'est ça la moitié de l'utilisation de notre énergie finale. Et les 2/3 de cette énergie, elle est carbonée. Et donc le défi pour Coriolis, mais pour toutes les entreprises, est énorme, puisqu'il faut décarboner cette chaleur. Des solutions, il en existe. Typiquement, on s'est rendu sur le site de Coriolis avec nos experts. On fait les choses bien sur BFM Climat. On va vraiment sur le terrain. On a trouvé des solutions, on va dire, qu'on peut appliquer d'ailleurs à beaucoup de bâtiments, c'est-à-dire mieux mesurer les consommations d'énergie, récupérer la chaleur fatale lorsqu'il en existe, peut-être passer d'un site qui est consommateur d'énergie à un site qui est producteur d'énergie. Il y a un peu de foncier autour du site, il y a de la toiture qui pourrait être faite avec du solaire photovoltaïque, par exemple. Et moi, je pense que l'ambition 2030 elle est tout à fait envisageable, elle est tout à fait faisable, même un peu plus rapidement que ça, je pense. Vous dire, voilà. Avec des moyens qui sont aujourd'hui très fortement soutenus par des subventions, par des tarifs de rachat, tout un tas de dispositifs qui permettent d'accélérer cette transition. Bon, ce sera le mot de la fin. Vous avez un peu la pression, Clémentine, c'est 2030 au plus tard. Dernier quart, on va essayer même d'accélérer un peu le calendrier parce que le climat n'attend pas. Merci à tous les deux. Clémentine Gallet, présidente et cofondatrice de Coriolis Composite, et merci à vous, Benjamin Frémaux, PDG d'IDEX, et merci bien sûr à Philippine qui est venue vous rendre visite en Bretagne. Allez, on a parlé de robots, on s'intéresse maintenant au commerce et au reconditionné. Le reconditionné se développe à vitesse grand V, mais est-ce que c'est la solution climatique miracle pour les commerçants et les distributeurs? On en parle avec deux chefs d'entreprise pionniers de ce domaine, justement, du reconditionné, qui m'ont rejoint en plateau. Bonjour Claire Breton. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Underdog. Vous êtes basée à Nantes et vous vendez de l'électroménager reconditionné. Et avec vous, Toussaint Watine, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être là dans BFM Climat. Vous êtes vous aussi cofondateur et directeur général d'Upway. Vous êtes basé en banlieue parisienne, à Gennevilliers, et vous vendez des vélos électriques reconditionnés. Claire Breton, je commence avec vous, et puis Toussaint, évidemment, vous pouvez réagir quand vous voulez. Est-ce que le reconditionné, c'est le modèle de transformation climatique par excellence des commerçants et des distributeurs? Est-ce que c'est la solution clé en main toute trouvée? En tout cas, c'est une solution qui répond à 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est la volonté des Français de mieux consommer et moins cher. Le deuxième, c'est vraiment de développer des business d'affaires, enfin des modèles d'affaires qui sont vertueux pour l'environnement. Et le troisième, ça répond aussi à un impact social assez fort. Pour reprendre, aujourd'hui, les Français veulent mieux consommer et moins cher. Avec le reconditionné, typiquement sur Underdog, on propose du gros électroménager à 50% moins cher que le neuf. Donc, c'est assez conséquent. Sur un frigo, on peut aller jusqu'à 400-500 €. On verra après sur les vélos. Et tout ça, on le fait parce qu'on reconditionne nous-mêmes du gros électroménager basé à Nantes. Ouais, tout ça. Je pense qu'effectivement, c'est une solution qui, en tout cas, est accessible et plébiscitée par les consommateurs. Aujourd'hui, je pense que même dans les recherches de relais de croissance pour des distributeurs ou des marques, ça peut être tout à fait pertinent d'envisager le segment du reconditionné au sens large. On l'a vu se développer sur tout un tas de verticales, et en l'occurrence avec Upway, donc on propose des vélos électriques reconditionnés, et ça permet à la fois de proposer une offre qui est en prix bien inférieur au neuf, puisqu'on est en moyenne, c'est une économie de plus de 1 000 € qui est effectuée
lorsqu'on achète un vélo électrique reconditionné par rapport au prix neuf. Ouais. Mais c'est également un modèle qui est intrinsèquement vertueux climatiquement, puisque il consomme beaucoup moins de ressources que la fabrication et le transport du produit neuf nécessitent. À titre d'exemple, un vélo électrique aujourd'hui, par kilomètre parcouru, on considère, et l'ADEME considère que 2/3 de l'empreinte carbone correspond à l'amortissement de l'étape de fabrication et du transport du produit neuf, généralement depuis l'Asie, vers l'Europe. D'accord. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'en allongeant la durée de vie de ce produit, on est capable de réduire encore un peu plus l'empreinte carbone de cette fabrication et ce transport initial sur plus de kilomètres et sur plus d'utilisateurs. Mais donc les bienfaits climatiques, ils sont évidents. Est-ce que tous les secteurs peuvent s'y mettre? Est-ce que le reconditionné, je le disais, je repose la question, c'est la solution un peu miracle à tous les commerçants, à toutes les filières, à tous ceux qui vendent? Ou est-ce que c'est réservé, voilà, vous dans la mobilité, vous dans l'électroménager, on pense à Back Market, bien sûr, dans la tech. Est-ce que c'est réservé qu'à certains secteurs ou est-ce que tout le monde doit aller franco sur le reconditionné? Je pense que tout le monde peut aller franco sur le reconditionné. On l'a vu, il y a plusieurs secteurs où vraiment ça a révolutionné la manière de faire du retail. On l'a vu, vous avez cité Back Market sur les smartphones, on a vu Aramis sur les voitures, Upway sur les vélos. Donc en fait, du moment qu'on a des objets à reconditionner, on peut lancer ce genre de modèle économique et ça fait totalement sens à la fois pour le climat, à la fois pour le social. Oui, je pense qu'il y a des produits, le modèle économique ou le modèle opérationnel peut varier d'un secteur à l'autre. Je pense qu'on parlait de l'exemple de Back Market, mais il s'agit d'une place de marché, c'est-à-dire que ce sont des professionnels tiers qui revendent des produits via la plateforme Back Market à des particuliers. Et on a à l'inverse un modèle comme le nôtre qui est plus intégré, où on est à la fois les commerçants, on est les sites internet de vente de ces produits, mais on est également les opérateurs et les reconditionneurs en tant que tels. Et c'est amusant parce que vous achetez, vous revendez et au milieu vous réparez. Exactement. Et alors pourquoi d'ailleurs vous décidez de tout faire? Parce qu'aujourd'hui, nous, typiquement sur le gros électroménager, il n'y a pas vraiment de reconditionneur dédié aux gros électroménagers. Donc, on a dû faire notre offre à nous. Et nous, ça nous permet de maîtriser notre qualité. Donc, on réceptionne des produits défectueux. On va les réparer, changer les pièces détachées. C'est une étape importante puisqu'on garantit tous nos produits 2 ans. Et donc, on a besoin de maîtriser cette offre et cette qualité pour ensuite les revendre sur notre plateforme qui s'appelle underdog.shop. Et pour vous, c'est pareil, c'est pour vous garantir la qualité du produit que vous décidez de tout faire en interne? Oui, c'est intéressant. Parce que chez Back Market, aux dernières nouvelles, ils sont plutôt clean aussi leurs produits. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on voit que par secteur, le modèle idéal, entre guillemets, semble varier. On parlait de Back Market en place de marché, mais à l'inverse, Aramis Auto, qui est là depuis plusieurs années également dans la voiture reconditionnée, a également choisi d'être intégré sur un modèle similaire au nôtre. Je pense que ça montre bien qu'il faut s'adapter à sa catégorie de produits. Donc, si un commerçant demain ou un fabricant voulait s'intéresser au reconditionné, je pense que je les encouragerais à vraiment s'interroger aux dynamiques fondamentales et aux dynamiques vraiment qui existent dans leur catégorie. La similitude qu'on a avec Underdog chez Upway, c'est que d'une part, il n'existe pas d'offres proposées par des professionnels de produits reconditionnés. Donc, pour offrir le plus vaste choix, nous, aujourd'hui, on a été en mesure de reconditionner plus de 20 000 vélos électriques depuis notre lancement en 2021, parmi plus de 250 marques. Donc, c'est vraiment un savoir-faire très vaste qui permet d'offrir une offre complète. Ça, c'était pas possible si on permettait simplement à des tiers de revendre sur notre plateforme. Donc, on a dû le faire par nous-mêmes. Et ça nous permet également de maintenir des niveaux de qualité très élevés. Après, je pense qu'une grosse différence, à l'inverse d'Underdog, c'est que on peut acheter aussi bien auprès de particuliers que de professionnels, mais on achète des produits usagés, mais généralement encore fonctionnels, simplement largement endommagés ou usagés. Là où dans l'électroménager, il s'agit même de produits qui, à l'inverse, partiraient, en l'absence d'Underdog, partiraient essentiellement à la benne. Oui, exactement. Nous, on est vraiment sur du reconditionnement de produits qui a été à destination du recyclage ou de la benne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on jette 10 millions d'appareils électroménagers, donc c'est colossal. Ah oui. Et il y en a par an. Ah oui. Ça fait à peu près 30 000 par jour, donc c'est vraiment colossal. C'est dingue, ouais. Et il y en a moins de 3% qui sont reconditionnés aujourd'hui. Donc quand je disais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconditionneur vraiment dédié aux gros électroménagers, c'est le cas et c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle intégré. Alors, on reste sur l'électroménager, on le sait, la plupart des marques, elles viennent d'Asie. Pour aller plus loin, vous reconditionner, c'est très bien, le bénéfice climatique, tout le monde le comprend bien. Est-ce que l'étape d'après, ce serait de faire du tri dans les marques et de ne proposer dans vos catalogues que des marques ou des produits de marques vertueux pour l'environnement? Alors nous, comme on le disait, on est sur du sourcing qui est 100% du déchet. Donc vraiment, l'enjeu numéro 1, c'est de maximiser ce reconditionnement, c'est d'en reconditionner au maximum. Donc nous, on ne va pas faire de tri sur les marques, on va vraiment aller chercher le plus grand volume possible pour justement maximiser l'impact climatique. D'accord, donc pas de tri. Et vous ? Alors, nous, le tri qui se fait lorsqu'il a lieu, il est rare, mais il peut se faire sur la base de l'absence de disponibilité des pièces de rechange
ou l'absence de fiabilité du produit, même après un processus de reconditionnement. Donc, il nous est arrivé dans le passé, je pense à un exemple comme la marque Van Moof, qui a fait faillite il y a quelques années. Hollandaise, ouais. Auparavant, nous, on avait déjà depuis 2 ans cessé de reconditionner des vélos de cette marque parce qu'il y avait des vrais soucis de fiabilité et de disponibilité des pièces. Donc, on n'était pas en mesure de proposer un produit qui se rapproche autant que possible d'un produit neuf et fiable via le reconditionnement. En revanche, on évite de sélectionner ou d'éliminer des produits sur la base de leur supposée empreinte carbone initiale, simplement parce que ce serait en fait finalement renforcer le problème plutôt que tenter de le résoudre. Notre objectif, c'est d'augmenter l'adoption par les consommateurs de produits reconditionnés, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs préférences en termes de marque, de modèle, d'usage. Il y a des vélos cargo, des vélos électriques, des vélos de ville. Et donc, on veut pouvoir offrir cette gamme extrêmement vaste. Ce qui est certain, c'est que l'existence du reconditionné et le fait que les consommateurs s'attendent à pouvoir revendre leurs produits au bout de quelques années, ça encourage même les fabricants à s'assurer de la disponibilité de leurs pièces et de la durabilité de leurs produits, parce qu'ils se rendent bien compte que ce sera plus difficile de vendre un produit neuf dans les années qui viennent si les consommateurs savent que ce produit n'aura plus de valeur après quelques années, et qui distingue les produits qui, eux, en auront encore. Intéressant, donc ça a un impact même en amont, en fait, tout à fait. Dès le départ sur la durabilité. L'un et l'autre, en vous écoutant, à force de réparer des machines à longueur de journée, vous l'électroménager et vous des vélos, est-ce que vous ne pourriez pas vous-même internaliser, puisque vous êtes complètement intégré, la production des pièces que vous changez? Parce qu'il n'y en a pas, j'imagine, des centaines non plus de pièces. Vous pourrez peut-être, à l'avenir, ça peut être ça aussi, une manière d'avancer vers la transition climatique de vos boîtes. Est-ce que vous pourriez vous-même produire les pièces de rechange? Nous, on réfléchit... C'est un peu utopiste, là, ce que je dis. Ça peut être utopiste, mais nous, on réfléchit à ce genre d'utopie parce qu'aujourd'hui, on a réparé plus de 6000 machines en moins d'1 an et demi. Ouais. Donc, on commence à avoir un savoir-faire sur quelle pièce va casser la première. Le fait d'avoir du reconditionné qui dure plus longtemps que le neuf, qui est plus fiable que le neuf, aujourd'hui on est aussi fiable que le neuf, mais dépasser cette fiabilité, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit clairement parce qu'on répare cette machine et donc on a cette expertise technique. Le reconditionné plus fort que le neuf. Ça, c'est quand même pas mal comme objectif à se fixer. Pour vous, le mot de la fin, tout ça? Je pense que clairement, notre étape actuelle, en tout cas ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, c'est vraiment de maximiser la qualité et de faire grandir nos capacités opérationnelles aussi vite que la demande. Aujourd'hui, on opère dans 7 pays dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine avec le Royaume-Uni qui est victime d'inondations monstres depuis maintenant 2 semaines. Et oui Thomas, parce qu'un climat plus chaud, c'est aussi un climat plus humide et donc des épisodes de pluie plus intenses. L'Angleterre est en train d'en faire l'expérience depuis 2 semaines. Des grosses inondations qui ont touché beaucoup le secteur des transports, des autoroutes inondées, des trains annulés, évidemment en cascade. Ça ralentit toute l'économie. Alors le problème, c'est que juste avant, des documents officiels avaient fuité auprès du Guardian qui annonçait que seulement 93% des défenses anti-inondation des Anglais étaient au niveau. Alors 93%, ça paraît pas mal. Le problème, c'est que la cible, c'est 98%. Et à chaque fois qu'on perd 1%, c'est 10 000 habitations en plus qui sont exposées à ces inondations. Alors on attend des annonces du gouvernement vers plus d'investissements, mais évidemment, ça ne protégera pas les Anglais des pluies de cet automne et de cet hiver. Du côté des transports à présent, qui est, on le rappelle, la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, on constate de gros progrès sur les camions électriques. Oui, ça a été un peu un serpent de mer. On ne savait pas vraiment comment décarboner les poids lourds pendant longtemps. On hésitait entre l'électrique, la biomasse ou l'hydrogène. Eh bien, ça y est, c'est quasiment fait. C'est l'électrique qui est en train de gagner. Il faut dire que les progrès sont fulgurants. Aujourd'hui, un camion électrique qui sort d'une chaîne de production peut faire 300 km avec une seule recharge. D'ici 2 ans, on pense qu'on aura des véhicules qui feront 600 km. Et c'est assez parce qu'un semi-remorque, en France, ça fait à peu près 400 km par jour. Donc niveau techno, le compte est bon. Le problème qu'on a, c'est le prix. Un camion électrique, aujourd'hui, ça coûte à peu près 300 000 €. Son équivalent diesel, 100 000. Alors évidemment, vous récupérez parce que ça consomme moins de carburant et ça demande moins d'entretien. Mais tout compris, ça coûte encore entre 20 et 30% plus cher de passer à l'électrique. Alors du coup, le gouvernement multiplie les aides. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, seulement 1% des nouveaux camions vendus sont électriques. Pour l'année prochaine, on aimerait être à 4 ou 5 et ce n'est pas gagné. Et quand vous regardez la planification écologique française, on vise 50% d'ici 2030. Donc, dans 5 ans, la techno est là, mais il va falloir accélérer un grand coup. Bon, et on termine avec une histoire assez étonnante. Antoine, les Norvégiens ont lancé une campagne de pub pour attirer les touristes, jusque-là plutôt classique, sauf qu'ils l'ont très vite arrêté de peur que ça attire trop de touristes.
Et ouais, c'est une histoire qui paraît un peu rigolote comme ça, mais en réalité, ça montre comment les États ont du mal face au surtourisme et savent pas bien se positionner. La campagne norvégienne, donc lancée par une agence d'État, parlait du Allemannsretten. Alors j'espère que je le prononce bien en norvégien. En français, ça veut dire le droit de tous les hommes. C'est une espèce de droit de passage universel dans le pays. Vous avez le droit de traverser un champ, une forêt, ou même d'y camper, même s'il est dans le domaine privé. Alors en voyant cette campagne, les responsables des régions les plus visitées ont eu peur d'avoir trop de touristes. L'une d'entre elles a même déclaré « on ne peut pas accueillir 30 personnes quand on a mis la table pour 4 » et on la comprend. Du coup, ils ont retiré la campagne en urgence et on espère que ça sera suffisant pour faire de la Norvège le pays paisible que c'est aujourd'hui. En attendant, si vous voulez aller profiter de votre droit de tous les hommes, on vous conseille de le faire dans les moments moins touristiques. En plus, ça sera moins cher. Merci beaucoup Antoine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal du climat et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis dans BFM Climat. C'est déjà la fin mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec de nouveaux chefs d'entreprise et de nouveaux défis climatiques et d'ici là évidemment on garde contact sur BFM Business, sur notre appli, notre site en replay, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.